vous avoir avec nous, puisqu'on a ce grand circuit diagnostic qu'on organise avec vous, Jean-Michel Catrin de Testoun, depuis le début de l'année, sur lequel on a parlé effectivement audit énergétique, ça on en a parlé en mars, on a parlé, Jean-Michel, je parle sur votre contrôle, Diagnostical, le carnet d'information du logement, aussi ça c'était aussi une très belle conférence. En juin, on a parlé l'audit énergétique obligatoire, ça c'était en septembre, et puis là on va parler effectivement contrôle de fin de chantier. Et ça va être le sujet. Je sais que vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc, contrôle de fin de chantier, retour d'expérience RE 2020. On a avec nous, merci Cerema, merci le Cinéol, vous allez vous présenter. Merci beaucoup Jean-Michel Catrin. Depuis des années, on organise ces événements et puis l'année prochaine, on va continuer bien entendu à œuvrer ensemble pour informer le public. Et puis, vous avez effectivement un petit trombinoscope avec l'ensemble des intervenants qui vont d'ailleurs se présenter. On peut commencer peut-être Sandrine, allez, on va tester le micro pour voir si ça fonctionne. Ok, donc je suis Sandrine Charrier du CEREMA. Désolée pour les problèmes techniques de mise en ligne, mais on va y arriver comme ça. Donc le CEREMA, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. On intervient sur un certain nombre de thématiques, le bâtiment, la mobilité, mer et littoral, l'environnement et risques, infrastructure de transport. On est à la fois à l'appui des collectivités sur l'ensemble de ces sujets et à la fois à l'appui de l'État pour la définition des réglementations sur ces sujets et notamment les réglementations sur le bâtiment qui nous concernent aujourd'hui et l'aide à l'application des réglementations actuelles. Voilà. Voilà, merci Sandrine d'être avec nous. D'ailleurs, vous avez une petite présentation, c'est nous qui la projetterons, mais vous la commenterez. Ensuite, on a effectivement Cédric qui est avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je représente le syndicat Cinéol, qui est le syndicat de la métrologie du bâtiment. Donc, nous sommes les acteurs principaux de ces contrôles de fin de chantier, que sont la perméabilité à l'air de l'enveloppe, les attestations, les DPE, et cette grande nouveauté qui est le contrôle de la ventilation à réception des bâtiments de logement. Voilà, et donc nous représentons les mesureurs auprès des instances publiques et dans les différentes commissions de qualification et en particulier Calibat. Voilà, combien de mesureurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir à peu près 700 mesureurs sur le marché. Voilà. Merci à vous d'être là. Jean-Michel Catrin pour Testoun. Oui, bonjour, Jean-Michel Catrin. Donc, c'est toujours un plaisir d'être associé donc, au Grand Circuit, donc sur toutes les conférences autour du diagnostic dans le bâtiment en général. Et donc, j'ai créé la société Testoun il y a plus de 15 ans maintenant. Et depuis, nous avons fait un long chemin pour accompagner tous les professionnels du bâtiment qui testent, contrôlent, mesurent, font des rapports, voilà, et notamment donc le sujet particulièrement aujourd'hui, on va parler plutôt d'infiltrométrie, de contrôle de ventilation. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Voilà, merci à vous. Alors, on va donc partager votre présentation, Sandrine, puisqu'on avait dit effectivement, c'est faire un tour d'horizon des exigences RE de 2020 qui induisent un contrôle. Voilà, vous devez voir aussi la présentation, hein, Sandrine. Oui, tout à fait, je l'ai, donc je vous la commente en direct. C'est vous qui nous dites d'avancer. Voilà. Voilà, donc on avait une première présentation du CEREMA, mais je vous laisserai regarder plus finement les différentes thématiques sur lesquelles on intervient. On peut passer à la diapositive suivante. Alors que j'ai un tout petit en retour, mais c'est pas grave. Ok. Alors, donc sur les exigences RE 2020 qui induisent un contrôle, il y en a que l'on hérite de l'ART 2012 et qui perdurent. Et puis, il y en a des nouvelles où il y en a que l'on hérite mais qui ont été renforcées. Donc, on va faire le tour des principales exigences qui nécessitent un contrôle. Et on commence par le sujet de la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Donc, dans la précédente réglementation, on avait déjà des exigences sur la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Et là, on va voir qu'elles ont évolué, qu'elles ont été soit renforcées ou qu'il y en a eu des supplémentaires. Donc, sur ce sujet-là,
on a donc un niveau de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments qu'il ne faut pas dépasser pour un certain nombre de bâtiments. Donc, pour les maisons individuelles, il ne faut pas dépasser un niveau de perméabilité à l'air, donc qui est représenté en France par l'indicateur Q4PA-Surf. Et donc, pour les maisons individuelles, il ne faut pas dépasser la valeur de 0,6 m3 par heure par mètre carré. C'est le même niveau que celui qu'on avait en RT 2012. De la même manière, on a également donc un niveau à ne pas dépasser de perméabilité à l'air pour les bâtiments collectifs. Ce niveau, il est de 1 m3 par heure par mètre carré. Ensuite, on a des nouvelles catégories de bâtiments pour lesquelles on a une exigence de niveau de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments à ne pas dépasser. Il s'agit des bâtiments de bureaux et des bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, sauf ceux qui sont dans des immeubles de grande hauteur ou ceux qui ont une surface de référence supérieure à 3000 m². Donc, on va dire que là, on a introduit les petits bureaux et les petits bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Pour ces bâtiments-là, il faut que le niveau de perméabilité à l'air ne dépasse pas un Q4PA-Surf de 1,7 m3 par heure par mètre carré. Pour justifier, pour prouver que l'on ne dépasse pas ces valeurs limites, il y a deux manières. Soit on réalise une mesure à réception du bâtiment, une fois qu'il est terminé complètement d'être construit, et cette mesure doit être réalisée par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction. Ou bien, pour les bâtiments résidentiels uniquement, donc les maisons individuelles et les bâtiments collectifs, il y a possibilité de justifier cette valeur par une démarche qualité certifiée. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau dans la RE 2020, c'est un certain nombre de pénalités, de pénalisations qu'on va venir apporter à la valeur mesurée dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si on a fait une mesure par échantillonnage, alors il faut multiplier la valeur mesurée par un coefficient de 1,2. Parce que quand on fait une mesure par échantillonnage, on ne révèle pas la réelle valeur du bâtiment et donc c'est un petit peu plus favorable. Donc pour estimer la valeur réelle du bâtiment, on est venu introduire ce coefficient multiplicateur de 1,2 en cas d'échantillonnage. La deuxième pénalisation qui a été introduite à ces mesures, c'est lorsque l'on fait la mesure à réception, mais que néanmoins, il reste des travaux à charge client et des travaux qui peuvent affecter la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Alors dans ce cas, on va venir ajouter 0,3 m3 par heure par mètre carré à la valeur mesurée. Si on cumule les deux cas de figure, alors on le fait dans le sens qui est présenté, c'est-à-dire que d'abord, on applique la pénalisation liée à l'échantillonnage, donc on applique le coefficient multiplicateur de 1,2, et ensuite, on rajoute 0,3 à la valeur obtenue. Voilà, donc là, ce sont les nouveautés. Alors, voilà, des nouveautés sur la perméabilité à l'air de l'enveloppe. On avait déjà des exigences en RT 2012, donc on avait déjà quand même un processus qui était bien établi. Donc là, il y a eu quelques nouveautés dans la RE 2020 qui viennent induire un contrôle au sujet donc, de la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Alors ensuite, on peut passer à la diapo suivante pour voir des nouvelles exigences. Alors, là, c'est vraiment nouveau avec la RE 2020, c'est l'obligation de vérification des systèmes de ventilation dans le résidentiel. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté dans la RE 2020 qui induit vraiment un contrôle. Alors, quels sont les bâtiments qui sont concernés par cette nouvelle exigence? Il s'agit des bâtiments résidentiels, c'est-à-dire les maisons individuelles ou les bâtiments d'habitat collectif. Et ces bâtiments doivent être équipés soit d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux. Donc, sont concernés les maisons individuelles, bâtiments collectifs équipés d'un système de ventilation simple flux ou double flux. Ensuite, voilà, qui peut faire la mesure, la vérification du système de ventilation? Eh bien là, a été remis en place exactement le même schéma que celui que l'on connaissait en étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments, à savoir qu'il faut être un opérateur
autorisé par le ministère en charge de la construction pour que cette vérification soit valable. Comment est-ce qu'on est opérateur reconnu compétent par le ministère? Eh bien, on opère en 2 étapes. La première étape, il faut suivre une formation qui est reconnue par le ministère, donc c'est une formation qualifiante pour pouvoir réaliser ces vérifications des systèmes de ventilation dans le résidentiel. Et donc cette formation, une fois qu'elle a été suivie, il faut qu'elle soit validée. Donc il y a une étape de validation théorique et une étape de validation pratique. Une fois qu'on a eu cette formation validée, alors on passe à la deuxième étape et l'obtention d'une qualification. Donc la qualification pour réaliser la vérification des systèmes de ventilation dans le cadre de la RE 2020. Pour obtenir cette qualification, il y a donc un dossier à envoyer à un organisme de qualification et des examens sur des rapports notamment qui sont envoyés pour vérifier qu'on exerce correctement cette vérification. Et une fois qu'on a obtenu la qualification, alors à ce moment-là, on peut être opérateur reconnu compétent. Donc voilà, c'est exactement le même dispositif que celui que l'on connaissait en étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Alors ensuite, quand on doit réaliser cette vérification des systèmes de ventilation, eh bien, il existe un protocole réglementaire qui est le protocole ventilation RE 2020. Ce protocole ventilation RE 2020 est issu d'un programme de recherche appliquée qui était le programme Promévent qui avait donné lieu à un protocole, le protocole Promévent résidentiel en 2016. Ensuite, ce protocole Promévent résidentiel, il a été utilisé, on est venu le compléter par des retours d'expérience, des retours terrain, et ça a généré ce protocole ventilation RE 2020 qui a été publié et qui est le protocole qui est à appliquer pour réaliser ces vérifications des systèmes de ventilation. Rapidement, le contenu de ce protocole, eh bien, il est divisé à peu près en 3 parties pour l'inspection, pour la vérification. On a une première étape de pré-inspection qui là repose sur le fait de récupérer un certain nombre de documents et d'analyser ces documents pour pouvoir préparer le diagnostic in situ. Ensuite, on a un certain nombre de vérifications fonctionnelles qui sont à réaliser pour vérifier sur les différents éléments du système de ventilation, vérifier que tous ces éléments sont bien présents, sont bien installés, correctement dimensionnés. Et puis enfin, on a une étape de mesure, et la mesure passe par de la mesure de débit ou de pression selon le type de système qui est installé. Donc mesure de débit ou de pression aux bouches d'extraction et de soufflage. Voilà, alors si on veut savoir ensuite comment est-ce qu'on va suivre les résultats liés à cette vérification, eh bien le ministère a mis en place un observatoire, l'Observatoire national ventilation, donc vous avez l'adresse du site internet sur la diapositive. Le but de cet observatoire, ça va être de vraiment communiquer en temps réel les résultats que l'on a sur cette vérification des systèmes de ventilation. Le principe, ça va être pour les opérateurs qui sont autorisés, là, tous les opérateurs qui réalisent les vérifications, ils vont venir téléverser les résultats des vérifications qu'ils auront faites, tout ça de manière anonyme, vraiment ça se fait vraiment dans une boîte noire. Et par contre, ce que va diffuser l'Observatoire national de ventilation, c'est les statistiques globales que l'on a en termes de résultats des vérifications. Donc ça nous permettra de voir, par exemple, et pour l'ensemble de la profession, eh bien, quels sont les points qui pêchent encore un peu, sur lesquels on a de manière très récurrente des non-conformités. Comme ça permet vraiment de mettre l'accent dessus pour les futures constructions, pour les futures conceptions. Donc là, c'est vraiment un site qui va permettre de diffuser les statistiques globales des résultats obtenus et pour vraiment accompagner toute la profession sur les constats actuels et sur ce qu'il faut encore que l'on améliore pour améliorer les résultats obtenus. Donc voilà pour ce qui concerne cette nouvelle obligation dans le cadre de la RE 2020 qui est l'obligation de vérification des systèmes de ventilation. On va pouvoir terminer par un dernier élément
qui constitue aussi une nouveauté dans le cadre de la RE 2020 et qui constitue du coup, qui induit un contrôle. C'est l'apparition, en tout cas dans la RE 2020, du calcul de l'impact environnemental du bâtiment et à travers l'attestation. Donc, il existe plusieurs attestations à réaliser quand on construit un bâtiment neuf. Et s'agissant de l'attestation de prise en compte de la réglementation à l'achèvement des travaux, dans cette attestation qui existait déjà en RT 2012, il y a quelques éléments nouveaux qui sont apparus. Donc cette attestation, elle est réalisée donc à l'achèvement des travaux. Elle permet d'attester du respect de l'ensemble des indicateurs relatifs aux exigences de résultats de la RE 2020. Elle va permettre de venir vérifier certaines exigences de caractéristiques thermiques du bâtiment. Donc ça, c'est comme ça existait déjà en RT 2012. Sur cette attestation, on va également voir les vérifications relatives au système de ventilation. Donc là, on a des rubriques qui ont été ajoutées. Les vérifications, elles vont consister à vérifier qu'on a bien un rapport de vérification qui a été fourni, que cette vérification, elle a bien été réalisée par un opérateur autorisé par le ministère. Et puis, l'attestation mentionnera la conclusion du rapport. Est-ce que le rapport a conclu à une conformité ou à une non-conformité du système de ventilation? Et puis enfin, un dernier élément, c'est une vérification, un contrôle de cohérence de 10 données environnementales qui sont utilisées dans le cadre de l'analyse du cycle de vie. Alors, la vérification de ces 10 données, c'est une vérification documentaire. Elle est faite sur documents qui sont à fournir. Mais c'est un premier pas pour vérifier si le calcul de l'impact environnemental a été fait correctement. En tout cas, si les données sont cohérentes entre ce qui nous est fourni et ce qui est rentré dans le calcul. Donc voilà pour les principales évolutions qui ont été introduites dans la RE 2020 et qui induisent un contrôle et une vérification. Merci Sandrine pour cette introduction. Là, je crois que on a eu, même si on n'a pas vu votre visage, on a eu en tout cas le propos qui était clair et les diapos qui étaient bien visibles. On avait dit qu'on continuerait sur ce tour de table. Cédric, on a la chance de vous avoir avec nous. Effectivement, comme vous représentez les mesureurs, c'était avoir un retour d'expérience. Parce qu'à la fois, il y a des nouveautés, mais il y a des choses qui sont déjà existantes, et donc on peut avoir un retour d'expérience sur ces deux sujets. Oui. Tout à fait. Alors je vais reprendre à peu près le même canevas que celui de Sandrine. Donc sur la perméabilité à l'air, aujourd'hui les retours concernent essentiellement les maisons individuelles, puisqu'on est dans une temporalité plus grande pour les bâtiments collectifs ou les tertiaires, pour lesquels le décret est sorti de façon décalée par rapport aux bâtiments résidentiels. Sur les maisons individuelles, aujourd'hui, on n'a pas de gros sujets en maisons individuelles isolées, puisque les exigences sont les mêmes que dans le cadre de la RT 2012, et elles étaient déjà maîtrisées sur ces sujets-là. L'enjeu en résidentiel va être ce fameux coefficient de pénalité de 1,2 sur les bâtiments échantillonnés, ce qui est le cas sur les immeubles collectifs et sur les maisons individuelles groupées, où là, effectivement, on a un impact de 20% sur le résultat, qui peut être contraignant sur certains systèmes constructifs ou certains types de bâtiments, notamment les maisons individuelles accolées, où on a des surfaces déperditives très faibles et une exigence à 0,6 déjà relativement basse. Donc il va falloir avoir une vigilance accrue sur ces bâtiments-là pour atteindre l'objectif, puisqu'il va falloir être 20% plus bas que ce qu'on mesurait précédemment. Et en immeuble collectif, le sujet va être plutôt sur des bâtiments où on a des grosses compacités au niveau des logements, comme les résidences étudiantes, où les résultats étaient assez difficiles à obtenir. Et je pense que ça va conduire sur ces bâtiments-là à les mesurer dans leur globalité et non plus par échantillonnage. Et donc ça va nécessiter de mettre en œuvre des mesures qui sont plus complexes d'un point de vue conditionnement du bâtiment, parce si on a un bâtiment de 100 logements, il va falloir préparer les 100 logements en simultané au niveau des systèmes de ventilation et mettre en œuvre des systèmes de mise en pression qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on utilisait pour faire un logement par échantillonnage. C'est-à-dire avant, on utilisait sur du collectif classiquement des petits ventilateurs qui atteignaient des débits maximum de 2500 m3, voire plus gros, mais en tout cas, on utilisait un seul ventilateur. Là, quand on va faire un bâtiment qui fait 150-200 logements, il va peut-être falloir utiliser des portes soufflantes avec 3 ou 6 ventilateurs, et c'est des méthodes de mesure qui ne sont pas les mêmes.
Donc il va falloir que les mesureurs se forment à ces mesures-là s'ils ne les maîtrisent pas. Et bien évidemment, il va falloir des matériels et des logiciels qui ne sont plus non plus les mêmes pour piloter ces systèmes de mesure. Donc ça va être une compétence à acquérir pour certains pour traiter ces bâtiments-là. Et en faisant le parallèle avec les bâtiments tertiaires que sont pour l'instant les écoles et les immeubles de bureaux, puisqu'on n'a pas encore l'application sur les autres bâtiments dans le cadre de la RE 2020 qui est paru, donc on ne sait pas encore si on va devoir mesurer les autres bâtiments tertiaires. Donc en fait pour cela, ça va être le même sujet que pour les immeubles collectifs qu'on va mesurer dans leur ensemble. Il va falloir avoir des systèmes pour des bâtiments qui font 2-3 000 m2 avec plusieurs ventilateurs, une meilleure maîtrise des systèmes de ventilation pour le conditionnement, puisque là on a souvent plusieurs systèmes de ventilation qui se chevauchent sur un même bâtiment en fonction des zones. Donc ça va nécessiter, je pense, des formations de certains mesureurs et puis de l'acquisition de matériel adapté. Donc ça c'est pour la partie perméabilité à l'air. Très bien. Donc ça c'est sur la partie enveloppe. Hein. Tout à fait. Et donc sur la partie effectivement ventilation. Alors sur la partie ventilation, on a déjà des retours, comme pour la partie mesure de perméa sur les maisons individuelles. Donc sur les contrôles, on a très peu de bâtiments qui passent du premier coup aujourd'hui. Ça, c'est la filière qui commence à se mettre en marche et puis qui ne maîtrise pas encore complètement le sujet. Ah oui, ça c'est peut-être un truc à retenir. Oui, c'est très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Ça coûte surtout à ceux qui ont fait les erreurs dès le départ. Ça ne coûte pas au client final. Ouais. Oui, c'est la personne qui a construit, finalement. Voilà, ou le responsable du lot ventilation plus particulièrement. Ouais. C'est quoi, quand vous dites très peu, c'est parce que là je pense qu'on est sur au moins les 2/3 de bâtiments, voire plus, qui sortent non conformes du premier coup. Ouais. Après, les corrections sont faites et on finit par obtenir l'attestation avec la conformité, bien évidemment. Ouais. Et sur les non-conformités, est-ce qu'on peut lister? Alors, les non-conformités, on va reprendre le cycle classique de ce qu'expliquait Sandrine. Au moment de la préinspection, ce qu'on a souvent, c'est des études qui ne sont pas forcément mises à jour. Alors, on peut faire aussi un parallèle parce que ces contrôles-là, on les fait, alors non pas dans le cadre de la RE 2020, mais en appliquant ce protocole-là sur du collectif, notamment sur des bâtiments qui sont certifiés, donc par des labels comme Effinergie ou Cercal, par exemple. Il y a Francis Stifano, je crois, qui est déjà intervenu sur une précédente intervention à nos côtés. Et donc, dans le cadre de ces labels-là, on demandait initialement le protocole Promévent qui a permis d'établir ce fameux protocole RE 2020 qui était la source de départ d'un projet de recherche et qui, par anticipation, puisque c'est plus lié à un système qu'à la réglementation en elle-même, demande d'appliquer ce protocole RE 2020. Donc, si on parle de préinspection, pour reprendre les choses dans l'ordre, ce qu'on a souvent, c'est des études thermiques qui ne sont pas forcément mises à jour avec le système qui est mis en place dans le bâtiment, parce qu'avec l'avancement du chantier, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement qui font qu'on a changé de fournisseur en cours de route. Et donc, ça nécessite la mise à jour de l'étude thermique qui n'est pas forcément faite. Et puis, de la même façon, il y a des études de dimensionnement qui étaient faites régulièrement dans le collectif, mais moins dans la maison individuelle. Donc, des bureaux d'études qui n'étaient pas forcément habitués à produire ces études de dimensionnement, qui étaient soit pas fournies, soit incomplètes ou erronées. Voilà. Donc ça se corrige avec le temps et on arrive toujours à aller au bout. En fait, on revient vers le bureau d'études ou le maître d'ouvrage pour qu'il fasse mettre à jour ces éléments et qu'on arrive dans le bon ordre sur la partie préinspection. Voilà, ça c'est en préinspection. Et après, donc... Alors après, sur les contrôles fonctionnels, là, on est sur des choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de connexion sur les moteurs quand on parle de maisons individuelles, des conduits qui ne sont pas très bien connectés, on peut avoir des bouches où par erreur on n'a pas mis la bonne bouche dans la cuisine, on a mis une bouche pour un T3 alors qu'on est dans un logement T4, donc les débits ne sont pas les bons. Bon, ça se corrige assez facilement, il suffit de changer la bouche et puis voilà, on repasse une deuxième fois et le problème est réglé. Et puis s'il y a un problème de connexion, les gens vont reconnecter correctement les conduits et il n'y aura pas de souci. Après, ce qui nous arrive en collectif, on peut avoir l'alarme, parce qu'en fait, c'est une alarme qui est obligatoire quand le système de ventilation ne fonctionne plus. On peut avoir l'alarme qui est mal connectée, ça arrive assez régulièrement. On a toujours ces problèmes de bouche, on a des détalonnages de portes, des fois, qui ne sont pas faits ou mal faits, parce qu'on peut avoir un sol à charge client, et dans ce cas-là, il y a des règles particulières à appliquer qui ne le sont pas forcément. Donc ça, mais c'est pareil, c'est des choses qui se gèrent assez facilement. Donc ça, c'est à peu près les points récurrents qu'on peut avoir en plus de ce qu'on trouve en maison individuelle. Ouais. Et est-ce qu'il y a des éléments qui sont compliqués
sur lequel il y a des non-conformités qui sont compliquées, qui vont coûter effectivement de l'argent et du temps. Ce qui pourrait coûter, c'est si par exemple on n'a pas la pression, si on parle de système hydro, ce qui est la majorité de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Si la pression aux bouches n'est pas atteinte, ça peut nécessiter des travaux qui peuvent être coûteux parce qu'il y a deux solutions. C'est soit le moteur qui est mal réglé, ça c'est pas très compliqué à gérer. Si par contre j'ai un défaut sur le réseau, par exemple des défauts d'étanchéité, des choses comme ça, et qu'il faut les traiter après que le bâtiment soit terminé, là ça peut devenir compliqué parce que ça peut nécessiter des démontages importants ou éventuellement des traitements qui peuvent être coûteux si on veut le faire sans démontage. Ça c'est le plus gros sujet, ouais. On disait que quand il y a des non-conformités, ça a amené à 2-3 visites, ça quand on préparait. Oui, donc il y a quand même une itération, il faut que je passe une première fois, une deuxième fois. Il faut le temps que la filière se mette en route, quoi, tout simplement. Effectivement, il arrive qu'on revienne jusqu'à 2-3 fois. Plutôt sur des gros chantiers, je pense qu'en maison individuelle, c'est plutôt on revient une deuxième fois. Mais sur du collectif, il arrive effectivement qu'on revienne 2-3 fois parce que souvent vous avez une multiplicité de sous-traitants qui fait que les informations ne passent pas forcément de façon très, très rapide. Est-ce qu'on peut dire, Cédric, qu'aujourd'hui sur la ventilation, sur l'enveloppe, c'est à peu près bien maîtrisé par les constructeurs? Alors, sur l'enveloppe, c'est bien maîtrisé sur le logement. Ouais. Sur le tertiaire, je pense que ça va être une nouveauté pour beaucoup de constructeurs parce qu'ils n'avaient pas l'obligation. C'était contrôlé ponctuellement dans le cadre de labels, mais ce n'était pas très répandu. Hein. Et puis la ventilation, effectivement, on a ce fameux lot ventilation. Donc suivant les cas, ça peut être le plombier, l'électricien et puis les bureaux d'études qui ont besoin de s'approprier ce protocole et cette réglementation pour évoluer. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas eu de point bloquant. Hein. Et puis ça nécessite, pareil, l'autre nouveauté pour nous mesureurs, c'est de l'investissement en matériel, puisqu'on a des méthodes de mesure qui sont un peu différentes. Et en logiciel, parce que c'est quand même un protocole qui est assez dense. Et moi, j'encourage fortement les mesureurs à avoir un logiciel pour les aider à faire tous ces contrôles, ce qui leur évite de faire des oublis notamment. Bien sûr. D'ailleurs, la précédente conférence, on parlait aussi de logiciels. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire des choses sans le numérique, en tout cas. Tout à fait. Et puis on va venir aussi sur le matériel avec Jean-Michel. Juste une question avant de passer à Sandrine la parole. En termes sur la partie tertiaire, en termes d'opérateurs, ce sont les mêmes qui peuvent intervenir? C'est les mêmes, puisqu'en fait, la qualification mesureur enveloppe ne dissocie pas la partie tertiaire de la partie résidentielle. Quand on est qualifié, c'est la qualification 87-11. Quand on est qualifié 87-11, il n'y a pas une qualification propre au tertiaire, il y a une qualification propre au résidentiel. Oui. Mais en termes de formation, quand même, on a des typologies de bâtiments qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a le réglementaire et puis le savoir-faire à chaque fois. Il y a des gens qui sont habitués à travailler sur ce type de bâtiment, donc parce que c'est leur quotidien, parce qu'ils sont souvent installés dans des zones urbaines denses où il y a beaucoup de projets de ce type-là. Celui qui n'est pas habitué à faire du tertiaire, c'est quand même bien qu'il essaie de se trouver un complément de formation ou qu'il travaille avec des collègues plus expérimentés. Ça arrive, hein, il y a des mesureurs qui s'appellent les uns les autres et qui mettent en commun leurs moyens. Et puis voilà, et puis il faut s'équiper en conséquence, bien évidemment. Et les formateurs, ils ont mis aussi en place des cycles de formation pour aider à monter en compétence. Il y a eu des formations mises en place par les organismes qui sont habitués à faire la formation sur la perméabilité à l'air. Donc il y a déjà un certain nombre d'années. Après, la demande n'était pas importante et je pense qu'ils vont réactiver ces formations du fait de cette demande qui va redevenir croissante avec l'évolution de la réglementation. Et encore une fois, on ne parle pour l'instant que de bureaux et d'enseignement. On ne sait pas encore ce qu'il va y avoir pour les autres bâtiments tertiaires. J'ose espérer qu'on suive la même ligne. Je ne vois pas pourquoi on ne suivrait pas la même ligne sur les autres bâtiments. Enfin là, je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas pour l'instant ce qu'il en est puisqu'on n'a pas vu encore les textes. Ouais. Vous êtes très nombreux, cher public, à être avec nous. Je pose quelques questions là, au fil de l'eau, là, parce que sinon on n'arrivera pas à toutes les passer. Je crois que vous y avez répondu, mais je repose. Le test est-il obligatoire pour les bureaux et enseignements? Bureaux et enseignements primaires et secondaires sur des bâtiments de moins de 3000 m² et hors IGH, donc immeubles de grande hauteur. Pouvez-vous me préciser quels sont, ça c'est Thibaut qui pose cette question-là, quels sont les travaux qui engendrent une pénalité de 0,3 m³ par heure et par mètre carré? Ou Sandrine peut-être... C'est mieux, Sandrine peut répondre, je pense, et il y a une FAQ justement qui le précise. Alors Sandrine, on vous laisse répondre. Vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question, mais j'allais faire la même réponse que Cédric, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le texte réglementaire, c'est difficile de préciser tous les travaux. Ce qui est écrit, c'est les travaux qui peuvent avoir un impact sur
l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Et il me semble effectivement qu'il y a une foire aux questions qui essaie de venir les préciser, sachant qu'on ne peut pas être exhaustif, mais qui essaie de préciser un peu tous les cas de figure qu'on peut rencontrer. On a mis d'ailleurs, j'ai mis à la suite de ma présentation un lien vers les foires aux questions. Alors, j'ai mis celui vers la foire aux questions sur la vérification des systèmes de ventilation. Mais si vous naviguez un petit peu dedans, il y a aussi une foire aux questions dédiée à la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Et si je peux me permettre en complément, normalement, dans l'étude thermique, il y a un indicateur qui fixe ou pas l'application de cette pénalité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est lié, c'est un lien contractuel entre l'acquéreur final et son constructeur. Donc ça doit être pris en compte et c'est indiqué dans le fichier réglementaire de l'étude thermique. Alors, une dernière question, c'est Loïc. Des contrôles de ventilation, c'est parce que vous en avez parlé, sur les bâtiments RE 2020 ont-ils déjà été réalisés ? Alors oui, sur de la maison individuelle pour l'instant. C'est que la maison individuelle, oui. Parce que les autres, finalement... On a appliqué ce protocole-là sur des immeubles collectifs qui n'étaient pas RE 2020, parce qu'il n'y en a pas encore qui sont sortis de terre. Les premiers vont sortir de terre très bientôt. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore. Et donc, on a appliqué ce protocole-là sur d'autres bâtiments, mais dans le cadre de label. Mais encore une fois, c'est pas lié. Le système qu'on contrôle, le système de ventilation, il n'est pas propre à la RE 2020. C'est pour ça qu'on peut l'appliquer par anticipation sur des bâtiments RT 2012 sans que ça pose de problème. Voilà. Alors, posez vos questions encore. On prendra d'autres questions après. Là, on a fait une première série. Sandrine, la question que je voulais vous poser, c'est en termes de nombre d'opérateurs. Alors, finalement, il y a la 8711, il y a la 8741, si je ne me trompe pas. Je parle sous votre contrôle, vous, cher spécialiste. Est-ce qu'on a combien on a d'opérateurs sur la 8711 combien on en a sur la 8741 aujourd'hui? Est-ce que ça suffit pour le marché? Bon, enfin, on se pose toutes ces questions-là. Alors, sur la 8711, donc, qui est la qualification pour la mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments, aujourd'hui, on a un petit peu moins de 800 opérateurs autorisés par le ministère. Donc, des opérateurs qui ont suivi les formations, validé la formation et qui ont obtenu la qualification. Donc, on est à 800 opérateurs. Ça fait quelques années que ça dure. Donc, voilà, on considère que c'est le nombre juste pour répondre au marché. S'agissant du coup de la nouvelle obligation, donc sur l'obligation de vérification des systèmes de ventilation, aujourd'hui on est à 700 opérateurs formés. Parmi ces 700 opérateurs formés, on en a la moitié qui a validé les formations. Donc voilà, c'est un processus qui est un petit peu long, il faut pratiquer un petit peu pour être sûr d'avoir bien tout saisi. Donc on est à peu près 350 opérateurs qui ont validé la formation. Et aujourd'hui, on a un petit peu moins de 200 opérateurs qui sont qualifiés, donc 87-41, pour la vérification des systèmes de ventilation. Donc, on est à 200 qualifiés et donc qui sont autorisés par le ministère en charge de la construction. On en a encore quelques-uns qui ont validé leur formation et qui vont bientôt soumettre leur dossier pour obtenir la qualification. Voilà, il faut un petit peu de temps. Cédric le disait, c'est aussi un sujet qui est un peu plus technique. Demande à vraiment bien comprendre tous les éléments d'un système de ventilation. Donc, ça demande certainement un peu plus de temps aux opérateurs d'être bien à l'aise avec tous les sujets, toutes les parties, pour vraiment être en capacité ensuite de faire ces vérifications. On estime, Cédric, il faudrait combien de personnes, à votre avis, pour répondre au marché? En fait, on va être sur un marché qui est étalé. Je pense que 200 personnes, aujourd'hui, ça permet de répondre à la demande du moment, puisque les premières qui sortent, c'est des opérations de maison et qui sont encore peu nombreuses par rapport à ce que pouvait être le marché il y a quelques temps, notamment du fait des événements économiques du métier du bâtiment que tout le monde connaît. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on arrive peu ou prou à ce qu'on a sur la 8711, parce que potentiellement, les gens en 8711 agissaient majoritairement sur du logement, donc on peut se dire que le marché va être à peu près similaire. Donc, je pense que sur le long terme, il va falloir que de toute façon, s'ils se sont formés, s'il y a 600 ou 700 personnes qui ont été formées, c'est bien qu'ils souhaitent aller jusqu'au bout. Simplement, ils sont sur des temporalités différentes. Ce sont les mêmes personnes? Que c'est les 8711 qui sont tous formés en 87-41. Oui, c'est les mêmes personnes physiques. C'est les mêmes personnes, oui, parce que ça va se faire dans le même timing, en fait. Quand vous faites des mesures sur une maison individuelle, vous venez faire votre test d'étanchéité à l'air, en même temps, vous faites votre
contrôle de la ventilation et éventuellement vos relevés pour le DPE si vous avez la mission DPE. Et souvent, c'est vous qui faites aussi l'attestation de fin de chantier. Ah oui, donc voilà. Donc c'est pas l'intérêt sur des projets comme ça d'avoir 3 ou 4 interlocuteurs différents, ce qui démultiplierait les coûts et qui aurait d'intérêt pour personne. Oui, sur le collectif, c'est un petit peu différent. Ouais. Ah oui, parce que le collectif, il y a des masses de travail. Le collectif, déjà, les mesureurs en général ne sont pas ceux qui font l'attestation, parce que la réglementation elle est un peu différente. L'attestation en collectif, elle ne peut être faite que par un architecte, un bureau de contrôle ou un organisme certificateur, contrairement à la maison individuelle où ça peut être aussi un diagnostiqueur. Oui. Voilà, donc en fonction des typologies de bâtiments. Alors, on en arrive, parce que le temps file, on voit donc ce que j'ai compris, Jean-Michel Catrin pour Testoun, c'est qu'effectivement, la 8741, les contrôles des ventilations, finalement, ça impacte un nouveau matériel, mais aussi sur la partie enveloppe, finalement, comme l'évolution de la réglementation fait qu'il y a un changement de matériel. Alors, ça serait bien d'avoir un tour d'horizon, et c'est ce que je crois que vous avez prévu. Absolument. Je vais vous passer la zapette. Donc, effectivement, nous fournissons un certain nombre de mesureurs de l'étanchéité à l'air depuis maintenant presque 10 ans, autour de la RT 2012, même avant. Et donc avec la RE 2020, les évolutions qui ont été présentées par Sandrine et les tendances qui ont été évoquées par Cédric nous amènent à faire évoluer l'offre matérielle et logicielle associée. Donc, je vais refaire un petit... Est-ce que ça marche? Voilà. Donc Testoun, vous connaissez, hein, je pense que si vous nous suivez, j'espère. Donc depuis 2007, nous proposons à tous les spécialistes du contrôle technique dans le bâtiment, donc que ce soit des diagnostiqueurs, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle ou des maîtres d'œuvre, toutes les technologies qui permettent de mesurer le bâtiment. Alors pourquoi on mesure le bâtiment? On le mesure d'une part parce qu'il y a un intérêt public à ce qu'on construise en toute sécurité, que les bâtiments soient sains et qu'on améliore l'efficacité environnementale. Alors j'ai changé, avant je parlais d'efficacité énergétique, et donc que l'on assure l'efficacité environnementale dans tous les lieux de vie, donc le logement et d'activité, donc les entreprises, les ERP, etc., etc. Donc c'est un vaste sujet qui nous occupe beaucoup puisqu'il y a beaucoup de réglementations et chacune des réglementations nécessite de mettre en place des offres et puis aussi des outils qui nous permettent d'informer aussi bien les professionnels que leurs clients, qui peuvent être du grand public, de toutes ces spécificités qui sont pour la plupart des spécificités françaises ou qui dérivent de directives européennes, mais le dispositif quand même en France est très, très spécialisé. Lorsqu'on veut mesurer, chaque fois que je dis je suis dans les appareils de mesure, on me dit toujours ah bon, vous mesurez quoi? Alors dans le bâtiment, on mesure plein de choses. On mesure absolument plein de choses. On va mesurer et on va en parler l'étanchéité, des systèmes de ventilation, mais on regarde aussi avec des caméras thermiques les déperditions d'énergie. On mesure évidemment des surfaces, des longueurs et des volumes, donc des mesures dimensionnelles. Mais on va aussi mesurer l'acoustique, les phénomènes liés aux problèmes de bruit, et puis plein d'autres choses. Donc on a un catalogue assez vaste autour de ces sujets. Et si on zoome maintenant sur ce qui est nécessaire pour réaliser ces contrôles dans le cadre de la RT 2012 et maintenant la RE 2020, ce qui est intéressant, c'est que on a des dispositifs réglementaires qui sont fiabilisés, on va dire. C'est-à-dire qu'on est sur des dispositifs sur lesquels les différentes étapes, que ce soit la compétence, que ce soit l'équipement, que ce soit l'entretien, que ce soit la qualité des rapports, qui sont vraiment bien définis par des textes réglementaires. Donc là, évidemment, je ne fais pas une formation, mais tout ce qui concerne les mesures sont définis d'abord dans des normes internationales, puis éventuellement des adaptations nationales ou des protocoles. Donc c'est pour ça que quand Sandrine parle de protocole RE 2020, c'est un protocole qui a été mis en place par les pouvoirs publics et il suffit de se référer à ce protocole pour savoir comment est-ce qu'on réalise ces prestations. Et donc, dans ces protocoles, on va vous dire, voilà les appareils dont vous avez besoin en termes de fonctionnalité et en termes de performance. C'est-à-dire, quand on vous dit il faut un manomètre ou un anémomètre, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir le qualifier en termes de performance et de fonctionnalité. Et puis ensuite, les opérateurs donc, ont un système de qualification et de formation qui va inclure de posséder ce matériel. Donc ils sont contrôlés pour posséder ce matériel, qu'ils savent
maîtriser le fonctionnement de ce matériel, les utiliser dans le cadre de leurs prestations, mais également la partie métrologique, c'est-à-dire le fait de vérifier périodiquement que ces appareils donnent toujours les résultats escomptés. Un appareil de mesure n'a d'intérêt que si la mesure est juste. Et donc, les appareils qui sont utilisés sur le terrain par les professionnels doivent être vérifiés régulièrement. Donc, c'est ce qu'on appelle la métrologie. Et on va parler d'étalonnage, de constat de vérification. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tout ceci est très bien cadré puisque l'étalonnage le plus exigeant, c'est ce qu'on appelle l'étalonnage COFRAC, est requis pour les appareils dont les mesures sont les plus critiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les appareils critiques pour l'ARE 2020 ? Et je ne vais pas lister tous les appareils, mais je vais rester sur quelques appareils critiques. Donc, lorsqu'il s'agit de la mesure de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, on parle de porte soufflante. Alors, voilà, souvent les photos sont plus parlantes. Hein, donc, une porte soufflante, c'est un dispositif qu'on met à la place d'une porte. Et à l'intérieur de la porte d'entrée, hein, typiquement du logement ou du bâtiment, on va y insérer un ventilateur et ce ventilateur va, je ne sais pas si je peux pointer, il n'y a pas de pointage. Non. Donc le ventilateur, si vous regardez la photo de gauche, c'est un petit ventilateur. Donc ce que disait Cédric aujourd'hui, c'est que pour faire des mesures en RT 2012, la plupart des opérateurs sont équipés d'un petit ventilateur parce que le petit ventilateur permet de mesurer un appartement dans le cadre d'un échantillonnage ou permet de mesurer une maison d'habitation, on va dire, qui couvre 99% des maisons construites en France, hein, de moins de 250 mètres carrés. Et donc, le système à petit ventilateur suffit. Donc, avec l'arrivée de l'ARE 2020, les nouvelles exigences qui font que... Alors, comme l'a dit Cédric, aujourd'hui, le collectif et le tertiaire, on n'est pas encore dans la phase où on a les premiers tests à faire, mais ça va arriver dans les mois qui viennent. Et donc, on va passer à un deuxième besoin qui est de soit tester les immeubles dans leur entièreté pour justement ne pas avoir cette pénalité de 1,2 qui a été introduite par l'ARE 2020. Et de ce fait, on va devoir passer à des systèmes à gros ventilateurs, voire multiventilateurs. Donc là, on a par exemple un système à 3 ventilateurs. Donc là, on va avoir en gros 10 fois plus de puissance, ou plutôt de débit, de mise sous pression du bâtiment que ce qu'on a avec le petit ventilateur à gauche. Et là, on va pouvoir tester les grands volumes, donc bâtiment ou tertiaire, sachant que la mesure multiventilateur, ce que disait notamment Cédric, nécessite une compétence particulière. Aujourd'hui, sur les 800 opérateurs, je ne sais pas si je parle sous ton contrôle, mais il y en a probablement peut-être 150 ou 200 qui maîtrisent ces mesures à gros ventilateurs. Je pense que ça doit être à peu près ça. Hein, donc ça veut dire que si tous les mesureurs veulent se mettre à cette opportunité de proposer toutes les prestations ARE 2020, il va falloir qu'ils aient le matériel et la compétence. On va travailler sur des portes multiventilateurs, mais on va aussi travailler sur des ventilateurs répartis. Alors, c'est-à-dire de mettre le ventilateur à plusieurs endroits dans le bâtiment. Quand vous avez un gros bâtiment, hein, ça peut se comprendre assez facilement, pour que la pression à l'intérieur soit uniforme, on va avoir besoin d'avoir des ventilateurs à différents endroits. Donc ça nécessite une mise en œuvre, mais également du matériel et du logiciel qui est plus sophistiqué. Donc pour les opérateurs qui font de la ventilation maintenant, donc ça c'est complètement nouveau et pareil, ce que disait tout à l'heure Sandrine, il y a moins de 200 opérateurs aujourd'hui qui sont allés au bout de la qualification et qui donc sont allés jusqu'à l'approvisionnement du matériel pour réaliser ces prestations. Et donc ils doivent se munir d'outils tels que manomètre de précision et anémomètre, mesure de débitmètre plutôt. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a pris un petit peu de retard. Mais donc le dispositif, il est similaire, c'est-à-dire qu'il y a une qualification qui s'appelle la 8741. Cette 8741, elle est aujourd'hui donnée à des mesureurs, notamment les membres de Cinéol, qui sont déjà 8711, mais elle est également accessible à des entreprises qualifiées indépendantes qui sont ou des entreprises qui sont titulaires du lot CVC. Ça, on sera plutôt sur les grands projets. Ensuite, ils doivent donc avoir du matériel de mesure, donc manomètre et débitmètre, qui sont étalonnés par un laboratoire COFRAC. Donc, quelques photos. Un manomètre différentiel, ça va ressembler à ça. Donc, c'est soit des petits appareils qui tiennent dans la main, qui vont mesurer sur une voie ou sur deux voies des différences de pression. Donc là,
dans le contexte de la ventilation, c'est ce qu'on appelle la mesure de pression à la bouche. Il y a une petite illustration avec des photos en haut à droite. C'est assez simple comme mesure à faire, puisque on prend le manomètre, on met un bout de tuyau à l'intérieur de la bouche et on mesure le résultat. Ce qui est compliqué, c'est évidemment tout l'environnement et la multiplicité des mesures qui doivent être faites dans un bâtiment. Souvent, les mesureurs sont déjà équipés de manomètres parce que dans une porte soufflante, il y a un manomètre et donc ils peuvent utiliser leur manomètre pour réaliser ces mesures. Le deuxième type de matériel qui est nécessaire, c'est un débitmètre. Donc, dans le programme Promévent, qui a été évoqué par Sandrine, il y avait un certain nombre de typologies de débitmètres qui ont été validées pour pouvoir réaliser ces mesures, donc soit sur les bouches d'extraction, soit sur les bouches de soufflage. Et donc, nous sommes amenés à proposer, et je ne vais pas commenter ce diagramme, ça prendrait trop de temps, mais nous sommes amenés à proposer différentes solutions de débitmètres, soit qui sont des débitmètres par monobloc, c'est ceux de droite, un débitmètre monobloc, c'est-à-dire que c'est un appareil qui va couvrir une bouche, donc elles sont munies d'un cône. On va couvrir la bouche et on va pouvoir mesurer directement un débit de soufflage ou un débit d'extraction à partir de ces monoblocs. Ou alors, ça peut être des systèmes par éléments séparés, c'est-à-dire le fait d'avoir un anémomètre, des cônes. Les cônes, c'est les petits dispositifs noirs que l'on voit sur les photos au milieu, et puis un écran déporté. Et là, on parle d'un débitmètre à éléments séparés. Et dans les deux cas, ces appareils doivent avoir une métrologie qui est liée à des accréditations COFRAC. Voilà. Je laisse tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que sinon on va me dire que je dépasse mon temps, mais manomètre, débitmètre, voilà, il y a des exigences techniques, il y a des exigences métrologiques qu'on va retrouver dans la présentation. Voilà, mais le public aura les présentations en fin de conférence. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui répondront au questionnaire de satisfaction, c'est petit deal qu'on fait avec le public, absolument. bien entendu. Si tu me laisses encore une minute. Bien sûr, non, mais je voulais pas vous couper, Jean-Michel. Donc on a le temps encore. Allons-y. Hein. Okay. Donc l'autre élément indissociable des mesures pour les mesureurs, c'est les logiciels. Les logiciels sont des outils. C'est ce qui va permettre de faire tout un ensemble d'opérations. Alors, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer à travailler avec un cahier et un stylo et faire des rapports à la main ou avec Word, Excel. Mais lorsque l'on veut faire un travail, on va dire, de qualité, mais également avec un certain niveau de productivité, les logiciels apportent énormément de confort. Donc ici, nous proposons chez Testoun une chaîne logicielle qui s'appelle Infiltrea, dont l'éditeur est la société Douap, et notamment Antoine Michler, le fondateur de Douap, est avec nous aujourd'hui, donc ceux de la salle pourront éventuellement échanger avec lui, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble sur le développement de cette chaîne logicielle, Infiltrea, qui au départ est le logiciel pour l'infiltrométrie et qui a été étendu pour toutes les mesures sur les systèmes de ventilation dans le cadre de la RE 2020. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce logiciel ? Déjà, ça permet de s'assurer qu'on suit bien toutes les étapes du protocole. Cédric disait que le protocole ventilation est assez dense. Ça permet de piloter le matériel, de récupérer les données de mesure, de calculer les résultats, faire des calculs qui sont souvent des calculs réglementaires et de corriger ces résultats, soit en fonction des paramètres d'étalonnage du matériel, soit en fonction des paramètres environnementaux. Donc on fait ces calculs, on extrait les résultats, on donne un jugement, on est conforme, on n'est pas conforme, de façon graphique. Ça permet de stocker les données pour rappeler ces mesures plus tard, ça permet de les échanger, ça permet de réaliser ces rapports, et puis après de partager l'information avec les collègues, si on travaille en équipe ou avec une assistante qui est au bureau et nous on est sur le terrain. Ça permet de diffuser les résultats aux donneurs d'ordre. Et puis, comme le disait Sandrine tout à l'heure, de plus en plus, les pouvoirs publics nous demandent de transmettre des résultats normalisés sur des plateformes. Donc, le logiciel va permettre également de réaliser ces transferts de données. Donc, c'est un nombre incroyable de fonctionnalités qui permettent clairement de gagner en fiabilité, en productivité, mais également en lisibilité des rapports, puisque les maîtres d'ouvrage qui reçoivent régulièrement des rapports vont pouvoir s'y retrouver plus facilement, puisqu'il y a une certaine unité sur les résultats. Voilà. Donc Infiltrea aujourd'hui, et c'est ma dernière slide,
c'est un module enveloppe et un module Aéro Plus qui sont les mesures, c'est la chaîne de mesure pour les personnes qui réalisent les contrôles de fin de chantier sur l'Aéro 2020. Voilà. Et donc, pour terminer, vous pourrez trouver différents liens sur les différents métiers de nos clients et vous allez trouver beaucoup de ressources sur les produits et sur les protocoles. Voilà. Alors, je sais que c'est toujours une question, j'ai du mal à la poser, mais je la pose quand même. C'est combien ça coûte, effectivement. Alors, j'avais une double question, parce que, bon, effectivement, il y a à peu près combien ça coûte pour donner une idée pour le public qui nous regarde. Et puis, la question, Cédric, que je voulais vous poser aussi, c'est que, finalement, il y a une inflation du matériel au-delà du coût qui fait qu'il faut le transporter. Ça demande une nouvelle organisation, si j'imagine, pour les mesures. Alors, commençons par le coût, et puis après, on va parler sur l'organisation. La question CCC de Xavier. Donc, pour s'équiper, lorsqu'on démarre, pour faire des mesures d'étanchéité, il faut compter le budget minimum, c'est 5-6 000 euros. Parce que bon, après, il y a un petit peu de consommables. Ça, c'est pour un système monoventilateur. Après, vous pouvez plus ou moins multiplier par le nombre de ventilateurs pour vous donner un ordre de grandeur. Pour ce qui concerne la ventilation, l'investissement est plus faible, puisque, comme je disais, si vous avez déjà une forte soufflante, vous avez déjà votre manomètre. Donc, un investissement de débitmètre avec l'étalonnage COFRAC qui va bien, ça démarre à un petit peu plus de 1 000 euros. Entre 1 000 et 3 000 euros, on a déjà une bonne solution pour tout faire. Alors après, c'est les étalonnages. Dans certains cas, l'étalonnage coûte presque aussi cher que l'appareil. Donc, voilà, faut mettre dans son budget les étalonnages périodiques. Puisque c'est une exigence et ce qui assure la fiabilité des mesures. Oui, et puis l'étalonnage, j'imagine, c'est un peu d'immobilisation aussi du matériel, parce que quand on étalonne, on peut pas opérer. Oui, alors après, c'est une question de prestation de service, savoir si on est en mesure de faire ces prestations rapidement. Un étalonnage, on envoie un appareil dans un laboratoire spécialisé, il y a un opérateur qui va passer plusieurs heures sur votre appareil pour le tester dans tous les sens et ensuite faire des rapports. Le rapport est signé par un métrologue. Voilà, il y a aussi une procédure qualité importante. Et donc, le temps de la logistique plus de la mesure, il est incompressible. Donc ça, c'est minimum une semaine, quoi. Ouais. Et puis après, si le laboratoire est très occupé, des fois, il vous dit je prends votre appareil, mais je pourrais le traiter que dans 2 ou 3 semaines. Ouais. Donc voilà, il faut parfois s'y prendre à l'avance. Ouais. Cédric, des impacts en termes d'organisation et de... Alors, logistique, si on fait de la maison individuelle, ça ne change pas grand-chose. C'est une mallette de plus, éventuellement. C'est plus quand on va faire du tertiaire, où ça va être différent, ou du collectif dans son ensemble, où là, l'opérateur ne travaillera pas tout seul. Je pense qu'il faut être, quand vous faites un bâtiment avec 150 logements, ça vous fait potentiellement entre 300 et 400 bouches à obturer, plus le système à mettre en œuvre, les recherches de fuite pendant l'essai sur le bâtiment qui comporte 150 logements. Donc là, ça va être des opérateurs qui vont plutôt agir en équipe que tout seul. Et puis effectivement, il y a toute la logistique pour transporter un matériel qui est plus conséquent. Ouais. Oui, d'où l'utilité. On parlait du logiciel. Quand on travaille en équipe, c'est pas possible de travailler chacun dans son coin avec un papier et un crayon. De toute façon, vous avez tellement de données quand vous faites du multiventilateur en tertiaire ou en gros collectif que si vous voulez avoir une certaine fiabilité sur vos relevés, il faut un logiciel pour piloter tout ça. Parce que vous avez un rapport qui va être hyper dense. C'est-à-dire que si vous avez 3 ventilateurs, c'est presque 3 fois la taille d'un rapport de perméa classique avec un seul ventilateur, puisqu'il faudra les données de mesure de chaque ventilateur dans votre rapport. J'ai une question d'Isabelle, Cédric, comme vous avez le micro. Faut-il adhérer à Cinéol pour être qualifié 87-41 chez Calibat? Non, absolument pas. Maintenant, si vous voulez profiter de retours réglementaires et de l'assistance d'un syndicat qui est là maintenant depuis plus de 10 ans impliqué dans la profession, je vous encourage vivement à rejoindre Cinéol. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez plein d'opérateurs qui ne sont pas membres de Cinéol et qui sont qualifiés pour autant. Une question d'Éric là sur le matériel. Pour la mesure 87-41, est-ce que le débitmètre doit être étalonné selon protocole spécifique RE 2020 ? Oui, absolument, oui. Voilà, bon, la réponse était simple. Est-ce que Infiltrea envisage de développer une solution, là on parle de logiciel, pour la mesure multiventilateur? Alors ça, c'est peut-être un spécialiste... Alors moi qui suis utilisateur, je peux déjà vous dire qu'a priori ça fonctionne. Il y a déjà, vous pouvez saisir vos données dans le logiciel. Après, c'est le pilotage qui n'est pas géré par Infiltrea pour l'instant, mais je crois pouvoir dire que c'est à l'étude.
Voilà, c'est à l'étude, donc vous en saurez plus bientôt. On en parle souvent avec Antoine et on va encore en parler aujourd'hui. Voilà, donc vous serez tenu au courant. Comme le temps file, on avait dit, Sandrine, merci d'être aussi toujours avec nous. Finalement, la connexion Internet tient, c'est merveilleux. Alors, on avait parlé de Cap 2030, hein. Effectivement, donner un peu de vision à long terme sur le public qui nous regarde. Oui, alors là, on parle de la réglementation RE 2020 là, qui est actuellement en vigueur. Et on voulait juste donner un peu de perspective à ce que l'on doit appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui ont été lancés en octobre qui s'appelle CAP 2030. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce que pourrait être la future réglementation à horizon 2030, quels seraient les sujets à investiguer. Et donc, il y a 8 groupes de travail qui ont été mis en place. Donc, sur la neutralité carbone, sur la mesure des performances, donc là, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais également sur l'eau, sur la biodiversité, sur l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, en tout, il y a 8 thématiques qui sont traitées. Les groupes de travail ont été lancés en octobre. Ça va durer 2 ans. Et il y a un groupe de travail spécifique à la mesure des performances. Et donc, c'est dans ce groupe de travail-là que l'on va traiter des sujets à la fois de la perméabilité à l'air de l'enveloppe, mais également de la vérification des systèmes de ventilation. L'idée de ces réflexions, c'est de partager les retours d'expérience de gens qui vont souvent un peu plus loin que la réglementation déjà aujourd'hui, et puis de voir ce qui pourrait être pertinent de mettre en place pour la future réglementation. Donc, est-ce qu'il faut mettre des seuils un petit peu plus bas sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe? Est-ce qu'il faut adresser un plus grand nombre de bâtiments, donc une plus grande diversité de bâtiments? Et puis, les mêmes questions vont se poser sur la ventilation. Donc, voilà, toutes les réflexions sont en cours. Elles vont durer 2 ans, là, jusqu'en 2025, avec voilà, des propositions, des tests pour voir si c'est applicable, réalisable. Et voilà, donc Sandrine, on essaie d'aller préparer le coup d'après. Si le public veut suivre les travaux qui sont réalisés par ces groupes de travail, est-ce que c'est disponible en ligne, c'est accessible à tout le monde ou pas? Oui, alors alors c'est vrai que j'ai pas mis l'adresse internet, mais si vous tapez CAP 2030, je pense que vous devriez pouvoir tomber sur un site internet et donc qui présente la démarche, qui présente les 8 groupes de travail et puis les sujets qui vont être abordés globalement dans chaque groupe de travail. Ok, bon, on invite le public à aller voir. Allez, une dernière question et puis après j'ai une petite surprise pour vous. Une dernière question. Ce que j'entends de Elian qui dit oui, comment on fait pour que les maîtres d'ouvrage qui déposent pas d'achèvement, finalement, est-ce que finalement tout le monde va jusqu'au bout du sujet? Est-ce qu'il y en a certains qui resquillent un petit peu? Normalement, c'est obligatoire. Je parle sous le contrôle de Sandrine, mais qui confirmera, j'en suis sûr. C'est parfaitement obligatoire. Oui. Alors, il n'y a pas, si vous voulez... Alors, il y a des opérations où vous avez un bureau de contrôle. Si vous êtes sur du collectif, du tertiaire, vous avez un bureau de contrôle dans la boucle qui veillera à ça et il n'y aura pas de souci. Le retour, nous, qu'on a eu au sein de Cinéol, c'est essentiellement sur la maison individuelle. Où effectivement, il faut s'assurer, quand vous achetez ou vous faites construire une maison, d'avoir cette attestation de conformité. Oui, parce qu'il n'y a pas une personne qui vient contrôler. Le notaire, il ne vient pas le faire au moment de... Alors, ça peut arriver. En fait, ça va être aussi... On avait alerté les notaires à ce sujet-là et on a eu pas mal de retours. C'est-à-dire que si vous voulez, tant que vous ne revendez pas la maison, c'est moins grave, on va dire. Mais le jour où vous revendez votre maison, si le notaire fait son travail, il vous empêchera de la vendre. Ah oui. Parce qu'elle ne sera pas conforme. C'est comme l'assainissement non collectif. Voilà. Et puis pareil, si vous voulez faire des travaux de modification de votre maison après qu'elle ait été construite, si les services instructeurs de la mairie ou de la com d'Aglo, si c'est eux qui sont compétents sur le sujet, font leur travail et qu'ils voient qu'il n'y a pas d'attestation, ils ne vous autoriseront pas à faire d'autres travaux sur cette maison, comme la pose d'une véranda ou autre chose, peu importe, enfin l'agrandissement. Voilà, donc faites attention, effectivement, il peut y avoir des conséquences quand c'est pas réalisé. Alors, la petite surprise que j'ai pour vous, merci Sandrine, vous restez avec nous, hein, mais tout à l'heure, quand on va se quitter, j'ai peur qu'on vous perde. C'était super d'avoir le CEREMA avec nous pour cette conférence. Je vais reprendre on a construit ce quiz parce que c'était de longues discussions entre Benjamin, Thaïs, Morgane Tudal pour les constructions de ces quiz. Et donc, j'ai décidé de faire ce quiz avec 2 intelligences artificielles sur lesquelles il n'y a plus de contradiction impossible, sur lesquelles, qui sont en l'occurrence ChatGPT
d'OpenAI et Bard de Google. À qui j'ai dit, ben voilà, pour chacun, vous me posez 3 questions avec chacune 4 réponses possibles, avec une réponse qui soit juste et parmi et 3 réponses qui soient rigolotes. Alors, c'est pas toujours très rigolo, hein, mais enfin, bon, c'est rigolo selon Bard ou selon ChatGPT. Et puis en plus, tu me fournis la photo. Donc j'ai même eu les photos qui ont été fournies. Et donc, du coup, ça a donné les quiz. Allez, Benjamin, on va lancer le QR code. Pour vous rappeler, cher public, que là, il faut scanner le QR code et vous pouvez rentrer dans le jeu. Vous êtes nombreux à être avec nous. Vous étiez plus de 120 là tout à l'heure à être connectés avec nous. Et on vous laisse taper. Il y a un podium qui va être constitué avec 3 gagnants. Cédric, Jean-Michel et Sandrine. Et les gagnants, chaque question rapporte un nombre de points. Pour résumer, quand il y a une réponse possible, vous gagnez 1000 points. Mais il faut répondre, pour gagner 1000 points, il faut répondre en moins de 0,5 secondes. Sinon, votre nombre de points que vous gagnez est dégradé en fonction du temps de réponse que vous réalisez. C'est la dégradation est la suivante. Alors, je vous fais un petit calcul très rapide, le temps que tout le monde se connecte. C'est si vous répondez en 2 secondes sur une réponse sur laquelle vous avez le droit à 30 secondes de temps de réponse. Il faut diviser 2 par 30, ce qui fait 0,066666. Ça, vous le divisez par 2, ça fait 0,033333. Mais vous êtes des hommes et des femmes de chiffres, hein, donc... Et vous soustrayez 1, ça fait 0,96666 et vous multipliez par 1000, ça fait 966. Donc en l'occurrence, quand vous répondez en 2 secondes sur un temps de réponse total de 30 secondes, vous gagnez 966 points par rapport à 1000. Et donc plus vous mettez de temps, moins vous avez de points. Vous avez compris à peu près la règle de calcul. Bon, enfin, le conseil que je peux vous donner, c'est répondre le plus rapidement possible. Vous avez des réponses simples et des réponses multiples. Voilà, allez, tout le monde est connecté. Voilà, j'en vois qui rentrent encore. Vous êtes nombreux. On est parti. 3 questions. Attention, hein, ça va aller vite et ça va être rigolo, hein, selon Bard ou ChatGPT. Alors, 3, 2, 1, partez. Alors, quiz. Donc là, il y a réponse multiple, plusieurs réponses possibles. Quels sont les avantages de l'étanchéité à l'air? Attention. Voilà, réduction des besoins de chauffage, améliorer les qualités de l'air intérieur, amélioration du confort thermique, maintenir un niveau élevé de CO2 pour aider les plantes à se développer. Voilà, on vous laisse répondre. Allez, tout le monde a répondu, 40 secondes. Voilà, donc il y avait 3 réponses justes. Est-ce que vous êtes d'accord, Cédric? Allez, prenez le micro. Oui, c'est tout à fait ça, réduire les besoins de chauffage puisqu'on induit moins de consommation énergétique, on fait rentrer moins d'air froid. La qualité d'air intérieur puisqu'on maîtrise mieux le fonctionnement de la ventilation. Et le confort thermique puisqu'effectivement, un des facteurs d'une mauvaise étanchéité à l'air, c'est l'inconfort thermique avec la perception des courants d'air froid. Voilà, donc cette première question était à peu près tout à fait. était dans les clous. ChatGPT peut devenir mesureur. Ensuite, accessoirement, ça permet de développer les plantes, mais bon, enfin, c'est pas le premier objectif. Hein. On va voir le podium. Alors, premier niveau, qui est-ce qui est premier? Marius, premier. Je ne sais pas si Marius est dans la salle ou Marius est à distance. Non, Marius n'est pas avec nous. Testoun, voilà, Jean-Michel, bravo. Damien, raclette, avec cette saison. Et William, on va passer à la deuxième question. Deuxième question, quiz. Avec une seule réponse possible. Hein. Quel est l'objectif principal de la session de fin de chantier ACV? Une seule réponse, allez très vite là parce que ça va jouer au temps. Hein. Certifier que le bâtiment est confortable, agréable à vivre. Certifier que le bâtiment est conforme aux règles de l'urbanisme. Certifier que le bâtiment est esthétiquement réussi. Certifier que le bâtiment respecte ses exigences, la RE 2020. Alors, 3, 2, 1. Il y avait une seule réponse possible. Hein. Il y en avait 2. Ah, il y en avait 2. Donc, Cédric, alors, tout le monde a répondu répondre certifier que le bâtiment respecte les exigences de RE 2020, je suis d'accord. Mais s'il fait ça, il correspond aussi aux règles de l'urbanisme. Voilà. Donc, il aurait pu y avoir 2 réponses. Parce que là c'est finalement la RE 2020, là on est dans les règles de l'urbanisme. C'est l'urbanisme qui impose... Ouais. Voilà, donc en tout cas, vous avez une majorité à répondre sur la première question. Allez, on va voir les points. Ça s'est joué au temps. Hop, Marius, premier, garde
Cuche est passé au deuxième. On a Raclette qui est troisième. Désolé Jean-Michel, c'est passé en plus de cinquième. Ah oui, c'était là la mauvaise réponse, c'est effectivement fatal pour rester dans la course. Mais Jean-Michel, il y a quand même la possibilité de se rattraper sur cette troisième question. Et des fois, on voit la remontada là, qui intervient. Et donc, je vous lance le quiz avec réponses multiples. Donc, une ventilation insuffisante peut entraîner, attention, prêt, partez, la formation de moisissures et de champignons, la propagation des odeurs, l'accumulation des polluants, l'aggravation des allergies et des maladies respiratoires. Voilà, plusieurs réponses possibles. On vous laisse répondre. Là, ça va vite, hein. Il reste 3, 2, 1, 0. Voilà, bam, c'est terminé. Est-ce que c'était, on est d'accord Les 4. Ouais, les 4 finalement. Les 4, bah oui, puisque c'est ce qui le renouvellement d'air, c'est ce qui permet d'éviter les moisissures. Quand on voit des moisissures, la première chose qu'on va essayer d'incriminer, c'est la ventilation. L'accumulation des polluants, bah oui, puisque l'objectif de la ventilation, c'est d'évacuer les polluants, en premier lieu le CO2. D'ailleurs, j'ai un chiffre, il y avait VTI qui a participé, vous savez, qui installe des systèmes de ventilation. Le chiffre, c'est 20 000 morts par an liés à la mauvaise qualité d'air intérieur des logements. Je vous ai perdu. Et ensuite, donc, il y a l'accumulation des polluants, propagation des odeurs. La propagation des odeurs, bah oui, parce que si vous avez des odeurs de cuisine et que c'est mal ventilé, vous ne les évacuerez pas. Et les allergies et maladies respiratoires, bien évidemment, puisque si on n'évacue pas les polluants, c'est le premier facteur d'allergie et de maladies respiratoires. Voilà, donc il fallait répondre les 4. Et là, donc, on arrive, Jean-Michel, je ne sais pas si tu as pu trop faire, on arrive au podium avec 3 gagnants. Troisième, Antoine. Bravo Antoine, qui est dans la salle. Antoine Michler, merci Antoine. Deuxième, Cuche, voilà. Et le premier, qui est Bob. Est-ce que Bob est là? Ah ben Bob est dans la salle, bravo Bob. On peut applaudir Bob pour avoir gagné et qui est remonté, qui n'était pas dans le podium au début. On peut applaudir aussi les conférenciers. Merci Sandrine d'avoir été avec nous pour cette conférence. Je ne sais pas si on vous voit. On peut vous voir, on va faire un petit travail de réalisation. Sandrine, vous êtes avec nous. Merci Jean-Michel, voilà. Merci Sandrine, merci Jean-Michel et Eric d'avoir participé à cette conférence. Il y aura un replay qui sera disponible d'ici une quinzaine de jours. Je crois qu'on a abordé à peu près tous les sujets, hein. Jean-Michel. Bah oui, absolument. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Le seul sujet dont on n'a pas parlé, c'est la CV sur le retour d'expérience. Mais c'est pas très grave parce qu'a priori tout va bien. Il n'y a pas eu de non-conformité. Donc voilà, c'est pas la peine voilà, les données sont récupérées, il n'y a pas de grosse révolution, donc il n'y a pas de souci sur ce sujet-là. Voilà, du coup on en a parlé, on a fait par conséquent le tour du sujet. Merci à vous toutes et à vous tous.